avoir son mot à dire sur l'organisation, les choix stratégiques de l'entreprise, l'organisation de la production. Donc déjà, il y avait une dichotomie extrêmement importante. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que je pense que les difficultés qui ont marqué la période depuis la contre-révolution réactionnaire Reagan-Thatcher, c'est qu'on met en contradiction en permanence l'intérêt du consommateur et l'intérêt du salarié. Dans le contexte qui est encore le nôtre aujourd'hui, l'intérêt du consommateur, c'est d'avoir le plus de produits pour le moins cher possible. De l'autre côté, l'intérêt du salarié, c'est d'avoir un bon salaire de bonne garantie collective. Aujourd'hui, quand on parle relocalisation au patronat, on nous dit, bah oui, très bien, mais dans ce cas-là, il va falloir accepter que ça coûte plus cher aux consommateurs. Donc, je pense qu'une des réponses à trouver, c'est comment est-ce qu'on remet en convergence l'intérêt du consommateur et l'intérêt du salarié. C'est ce qui avait été fait avec le Fordisme et le modèle productif au début du siècle précédent. Maintenant, il faut d'un coup on consommateur salarié. Et par rapport à ce qui a été dit au débat initial sur la question de la recyclerie, du consommer moins, de sortir du productivisme, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Parce que si on dit seulement consommer moins, les salariés aujourd'hui dans le modèle productif français, ça veut dire moins d'achats pour leurs produits, des destructions d'emplois, etc. Donc, effectivement, il faut tout de suite embrayer sur tout le modèle de l'économie circulaire et comment est-ce qu'on a une refonte totale de l'outil de production qui permet de produire moins, mais de produire au juste prix, des produits durables, réparables, etc. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est ça ne peut pas être juste une solution ponctuelle et indépendante du système. Il faut avoir une réflexion systémique sur le mode de production. Voilà, je vais m'arrêter là en espérant avoir répondu aux questions. Mathilde Panot, pour répondre à la question. Oui, en fait, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qui nous différencie du macronisme aujourd'hui. C'est-à-dire que les macronistes disent toujours il faut inciter les entreprises et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et puis ça fonctionne tellement bien qu'on voit la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et sur la culpabilisation individuelle, il y a un très bon documentaire qui a été fait notamment sur Coca. Comment Coca envoie des lobbyistes au Parlement européen pour que la culpabilisation soit mise sur l'individu. C'est-à-dire que finalement, c'est de votre faute si la bouteille de Coca elle est par terre, ce qui permet de ne jamais remettre en question les milliards et les centaines de milliards de bouteilles que Coca produit. Il y a notamment Evian qui a inventé quelque chose pour répondre à un besoin artificiel, un nouveau besoin, c'est-à-dire une bouteille goutte d'eau, qui est une aberration écologique incroyable. Et lorsqu'on demande de l'interdire, ils nous refusent ça. Et pour donner un autre exemple sur un autre sujet, mais que je pense est lié à ça, moi, je me rappelle du moment où j'ai fait le test glyphosate. Donc, vous faites pipi, voilà, on teste le glyphosate dans vos urines. Moi, j'avais 3,9. Moi, j'avais le plus haut de l'échantillon. Et mes potes me disent, nanogrammes, mes potes me disent, mais qu'est-ce que tu as mangé, Mathilde ? Mais en fait, la question, c'est même pas qu'est-ce que j'ai mangé. En Argentine, je connais un sénateur qui se bat contre Monsanto. Lui, il n'a pas 3,9, il n'a pas 5, il n'a pas 10, il a 40 nanogrammes. La question, c'est qui d'entre nous a décidé un jour que Monsanto avait le droit de nous empoisonner ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est moi ? Absolument pas. Et la question, justement, de reposer ça comme de dire, évidemment que ça impliquera des choses individuelles aussi, la bifurcation écologique et sociale, mais de dire c'est avant tout un changement collectif qu'on doit décider ensemble. C'est pourquoi nous, on prône la constituante, c'est pourquoi on prône la planification, c'est-à-dire se réapproprier le temps long et se donner démocratiquement des objectifs qui, justement, engagent les entreprises et qui donne un objectif commun à la société. Donc ça, je pense que c'est très important. Et la deuxième des choses, pour aller dans le sens sur ce que vous disiez sur le salaire, évidemment que l'écologie populaire implique un partage des richesses. Donc ça implique pas seulement une hausse des salaires, mais ça implique aussi un partage du temps de travail, une diminution du temps de travail, notamment dans la semaine, mais aussi dans la vie. Et c'est pourquoi nous, on est partisans de la retraite à 60 ans, parce que la retraite à 60 ans, c'est le moyen de justement sortir de ce temps marchand et garder du temps pour faire plein d'autres choses qu'on a à faire dans la vie, entre lien social, jardiner, aller dans des associations. Et ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est écologique. Et pour terminer en 2 secondes, sur la question des femmes, quand vous disiez « c'est nous les femmes qui faisons tout », c'est justement pour ça que quand on observe les processus révolutionnaires, lorsque les femmes sortent dans la rue, alors c'est que le processus révolutionnaire est irrévocable. Julien Bayou ? Oui, pour continuer, parce qu'évidemment, il faut une responsabilisation
des acteurs, des individus, des citoyennes, des citoyens, mais ça ne vaut pas culpabilisation. Et donc, dans les processus qui nous permettra de changer le système, pas le climat, il faut plutôt jouer sur une articulation, l'action individuelle, l'action collective, dans des associations, défricher des alternatives, et puis bien sûr l'action des institutions. Et donc, je ne savais pas que tu étais à quasi 4, moi j'étais à 1,48. C'est clairement pas de notre faute. Vous voyez, donc l'exemple du glyphosate est parfait. On pourrait développer sur la pollution. Ce sont les plus vulnérables qui sont les premières victimes de la pollution. Si demain elles se mettent à faire du vélo, c'est pas pour autant que ça va régler la question de l'air si les pouvoirs publics mettent pas enfin des règles contraignantes. De la même manière, si on devient tous et toutes parfaitement véganes, mais qu'on continue d'autoriser Total à forer au large de l'Amazonie, en fait, on passe à côté de l'essentiel. Donc, moi, je n'oppose pas du tout responsabilisation, action individuelle et action collective et action institution. Au contraire, en fait, il y a une telle urgence qu'aujourd'hui, c'est fromage et dessert. Il faut jouer sur toute la gamme. Et du coup, j'aime bien titiller le mouvement Colibri, mais qui a évolué là-dessus, parce qu'à un moment, vous connaissez la fable du colibri, il y a un grand incendie dans la forêt, et donc les animaux se cassent, enfin ceux qui peuvent, ceux qui peuvent, et il y a le colibri qui fait des allers-retours avec une rivière pour aller déposer une goutte d'eau sur l'incendie. Il est interrompu par un éléphant qui lui dit « mais à quoi ça sert, tu n'y arriveras jamais ?» Et il dit « mais moi j'ai fait ma part ». Et là, il y a le renard qui arrive, c'est la suite de la fable, il y a le renard qui lui dit « mais t'es complètement idiot ». Regarde, il y a les putois qui sont en train de gratter pour faire un contre-feu. Tu vois bien qu'il y a les girafes qui regardent au loin pour nous avertir. Il y a les hirondelles qui emmènent les oiseaux qui ne peuvent pas se déplacer. Bref, on s'organise. Et là, il dit « ah, mais moi, je ne fais pas de politique ». Et donc, vous voyez, il ne faut pas opposer l'action individuelle et l'action collective. Au contraire, il faut jouer justement sur toute la gamme. Et quand le mouvement Colibri, pour le coup, organise des oasis, défriche les alternatives, outille même intellectuellement les différents membres de son mouvement pour ensuite que ça débouche sur une action collective, une action politique, là, c'est là qu'on commence à gagner. Merci beaucoup. Il y avait une question par là-bas ? Merci, Patrick. Je voulais juste peut-être revenir sur le thème du débat d'aujourd'hui. On ne l'a pas oublié, bien sûr, hein, c'est comment concilier le social et l'écologie, et entre autres le court terme et le long terme. Parce qu'il y a des besoins sociaux, des politiques sociales qui sont en train de disparaître, de se casser la figure. Et comment on répond avec une transition écologique qui prendra plus de temps, qui va se mettre en place au fil du temps, au fil du long terme, et une politique sociale, par exemple pour l'habitat, par rapport aussi au chômage, par rapport aux politiques sociales de protection sociale, etc., où on doit être dans la réponse urgente, voire de court terme. Donc, est-ce que politiquement, on a les moyens de faire concilier et cette politique sociale et la transition écologique que tout le monde attend, bien sûr. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on a réfléchi à répondre à des besoins hier soir à la plénière, on a beaucoup parlé des citoyens, des gens qui... le sujet, le petit documentaire était très intéressant parce que les gens demandent des réponses immédiates, demandent des réponses sur leur quotidien, la fin du mois, le salaire, le pouvoir d'achat, et puis plein d'autres choses. Est-ce que du coup, la politique que l'on voudrait mettre en place, qui est attendue par tout le monde, entre autres, plus d'écologie, plus de transition, plus de circuits courts, plus de politique circulaire, répond à la demande urgente, entre autres des Gilets jaunes, mais pas que. Merci. Alors, qui pour commencer? J'imagine que là, vous voulez tous peut-être y répondre. On va peut-être laisser la primauté à nos amis sur Internet. Monsieur Julliard, Madame Binet, quelqu'un veut répondre? Oui, moi je veux bien répondre parce que c'est effectivement la question est exactement dans le sens de tout ce qu'on fait depuis des mois et depuis un an maintenant avec ce collectif Plus Jamais Ça que vous avez évoqué en introduction. Donc pour rappel, Plus Jamais Ça, c'est au départ une alliance de 4
4 syndicats et de 4 de solidarité internationale, et qui ont été rejoints depuis par aujourd'hui pas loin d'une trentaine d'organisations diverses et variées, que ce soit des syndicats, mouvements sociaux, organisations qui travaillent sur les questions de précarité, organisations environnementales qui restent dedans bien sûr. Et l'idée de ce collectif est d'essayer d'aller au-delà des slogans, comme ça a été évoqué, sur fin du monde, fin du mois, même combat. C'est un joli slogan, on s'est tous sur du contenu, et c'est ce qu'on a sorti au mois d'avril ou mai, je m'y perds un peu dans le calendrier, avec ce plan de sortie de crise qui regroupait 34 mesures qui nous permettait de conjuguer résolution de la crise sociale et résolution de la crise climatique et environnementale. Alors bien sûr, c'est extrêmement compliqué, mais en tout cas, c'est une première tentative d'essayer de proposer des mesures qui portent des co-bénéfices pour l'ensemble de ces crises-là, crise sociale et crise environnementale. Et ça allait de mesures, donc je vous incite vous allez trouver ce plan de sortie de crise sur tous les sites, vous le trouvez sur le site de la CFDT, de Greenpeace, d'Oxfam, de toutes les organisations qui ont porté ce plan-là. Il y a dedans des mesures de très court terme qui étaient, par exemple, sur la gratuité des masques, pour un sujet d'actualité immédiate, sur la revalorisation des salaires du personnel soignant, sur le soutien aux services publics qui ont été absolument malmenés depuis des années et qui ont amené aux résultats qu'on a pu voir pendant cette crise du coronavirus. Et puis des mesures de plus moyen terme qui touchaient à une régulation des entreprises, parce qu'on estime aujourd'hui que les entreprises, notamment les grosses entreprises, les multinationales, échappent complètement à tous les dispositifs qui sont censés tenter de régler la crise climatique. L'accord de Paris en est un, donc cet accord qui a été passé à Paris en 2015 n'a aucun pouvoir sur les grandes entreprises. C'est-à-dire que les grandes entreprises n'ont pas obligation aujourd'hui de réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Or, elles ont un rôle prépondérant dans ce domaine-là. Et si on ne contraint pas aujourd'hui, si on n'oblige pas les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, on peut faire qu'on veut, on ne parviendra pas à maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés. Donc voilà, donc il y avait des mesures, et puis des mesures à plus long terme qui étaient par exemple sur la transformation d'une partie de la dette des États en dette perpétuelle. Donc voilà, des choses à long terme aussi, mais qui nous paraissent aller dans la bonne direction pour commencer à conjuguer crise sociale et crise environnementale et à porter des propositions qui font du bien aux deux. Voilà, c'est pas toujours simple après quand on va dans le détail, mais en tout cas, ça nous paraissait une initiative tout à fait salutaire pour porter ce combat-là, ces combats-là. Mathilde Panot. Merci. Je pense que la première des choses, parce qu'effectivement, il y a des urgences, il y a une question du temps en fait qui se pose. Et d'ailleurs, l'urgence sociale est autant aussi une urgence écologique, puisqu'on voit que les phénomènes sont en train de s'accélérer. Je pense qu'il y a une première chose qu'il faut toujours se mettre dans la tête et se rappeler, parce qu'on nous dit, par exemple, augmenter les salaires, c'est compliqué, ça prend du temps. Augmenter le SMIC, c'est un décret. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, on peut augmenter les salaires dans ce pays très facilement. Et je pense que si on part de là, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dire que nous voulons être une société qui respecte la dignité des gens et qui répond aux besoins fondamentaux, alors dire qu'on augmente les salaires immédiatement, qu'on augmente d'ailleurs les minima sociaux, qu'on fait en sorte que tout le monde ait un toit dans notre pays, parce que quand même ça, on peut le faire assez facilement. Qu'on puisse avoir une transformation déjà pour que tout le monde puisse se nourrir, déjà de 1, et puis tout le monde puisse se nourrir sainement. Et c'est là où on a besoin de récupérer le temps long. C'est là où nous, on parle de planification écologique, parce que, en fait, ça fait quand même très longtemps qu'on sait ce que produit, par exemple, l'agriculture productiviste. Ça fait très longtemps qu'on sait que ça empoisonne les gens qui mangent, les paysans en premier lieu. On sait qu'il y a un suicide de paysans tous les jours, quand même. Et puis, finalement, on se dit qu'on va continuer ce modèle-là parce que vous comprenez, ce n'est pas possible de faire autrement. Mais évidemment que c'est possible de faire autrement. Et faire autrement, ça veut dire 300 000 emplois paysans. Bon, ça se prévoit. Ça veut dire qu'il faut faire de la formation. Ça veut dire qu'il faut aider des jeunes à accéder à des terres. Ça veut dire qu'il faut aider les agriculteurs actuellement à sortir du système de pesticides qui nous empoisonne toutes et tous. Et il y a plein de chantiers comme ça. Quand on parle, par exemple, parfois on est caricaturé, de moins en moins, mais caricaturé comme les écologistes, on veut revenir à la bougie. Je donne un exemple très concret.
la rénovation thermique. Ça fait combien d'années qu'on parle de rénovation des logements? Et la rénovation des logements, il faut comprendre que pour une famille, c'est pas seulement avoir froid dans son logement. C'est des familles qui, par exemple, leur enfant a son anniversaire, qui ne vont plus inviter les amis à l'anniversaire parce que ils osent pas, ils ont honte d'inviter les amis dans un endroit où il fait froid. C'est ça que ça veut dire pour le quotidien des gens. Ça, la rénovation plus l'éco-construction, ce qu'on appelle aller vers la construction bois-terre-paille, ça pourrait créer jusqu'à 1 million d'emplois. Tous les métiers du soin, que ce soit les soins de l'écosystème ou les soins des êtres humains, et on a vu ça quand même fortement pendant la période du coronavirus, tout ça, ça pourrait créer des centaines de milliers, des millions d'emplois. Et si on se mettait collectivement à décider, voilà ce qu'on veut faire collectivement pour l'avenir, voilà quel horizon on veut créer, alors on aurait une réappropriation démocratique du temps long. Parce que qu'est-ce qu'on fait actuellement? Les macronistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train d'attaquer l'État de plus en plus, c'est-à-dire de réduire l'expertise publique que nous avons. Peut-être que vous le savez, mais par exemple, les agents du ministère de la Transition écologique sont ceux à qui on a enlevé le plus d'emplois depuis une quinzaine d'années. Et on continue encore. Là encore, maintenant, ils font des manifestations parce qu'on leur enlève de l'emploi. Et qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée qu'en fait, le pouvoir, on le donne à Lafarge, on le donne à Vinci, on le donne à Monsanto. Parce que lorsque vous n'avez plus une puissance publique et une souveraineté populaire pour dire non, nous, notre décision, c'est pas ça, alors on donne le pouvoir aux transnationales. Et juste pour donner un dernier exemple qui, je crois, est important, par exemple, en ce moment, je travaille sur les forêts. Ça fait 1 an qu'on fait une commission d'enquête citoyenne sur les forêts, dans laquelle il se passe à peu près ce qui s'est passé dans l'agriculture dans les années 50. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment un mouvement d'industrialisation des forêts sur le même modèle que l'agriculture, c'est-à-dire coupe rase, monoculture, plantation et monoculture. Ce qui a un effet absolument dramatique sur ce qui est notre principal puits de carbone, qui, quand même, à chaque fois, rejette du carbone, est dévastateur aussi pour les êtres humains qui y travaillent. Un bûcheron, vous savez, l'espérance en bonne santé d'un bûcheron, par exemple, de vie en bonne santé, 52 ans. Voilà, ça vous donne une idée aussi de l'enjeu social qu'il y a autour de la forêt. Et la forêt, par exemple, là encore, on n'a pas choisi cette orientation-là. Donc c'est le moment de dire, c'est pas Total, le principal producteur de pellets en France, qui doit décider pour nous qu'on va faire ça aux forêts, parce que ça, c'est pas possible. Et ça, pour le coup, si on décide que c'est nous, collectivement, qui reprenons le pouvoir et la décision sur ce qu'on veut, alors c'est une manière de reprendre la main aux multinationales qui ont fait main basse sur nos vies. Et justement, là, c'est moi qui pose la question. Comment est-ce qu'on finance ça? Comment est-ce qu'on contraint les entreprises? Soit vous, Mathilde Panot, soit peut-être Sophie Binet, pour répondre à cette question. Comment, par exemple, à une échelle syndicale, les syndicats sont pratiquement les seules entités en mesure d'imposer des choses à l'entreprise, en tout cas de leur imposer des contraintes. Quel est le poids aujourd'hui des syndicats en matière d'écologie? Est-ce que vous pouvez réellement pousser une entreprise à faire quelque chose? Justement, c'est très compliqué parce que la question environnementale, globalement, elle est totalement externalisée de l'entreprise. C'est-à-dire que ça fait partie de ce qu'on appelle des externalités qui sont transférées à la puissance publique, aux citoyens, mais qui ne sont pas du tout intégrées dans les bilans comptables, les obligations de prévention et de gestion de l'entreprise. Donc, la première chose, peut-être, ça apparaît comme un détail, c'est qu'il faut revoir totalement les normes comptables, les normes de gestion pour réinternaliser ces externalités environnementales de façon à ce que l'entreprise et les salariés à l'intérieur puissent bien avoir une gestion d'ensemble. Mais moi, je crois que par rapport au débat qu'on a là sur comment est-ce qu'on lie social et environnemental, pour nous, le postulat qu'il faut poser pour faire ça, c'est la centralité du travail. La centralité du travail, pourquoi? Parce que on sait et on le voit qu'aujourd'hui sur les questions environnementales, il va y avoir
que ce serait intéressant de porter au même niveau la question de la souffrance animale et du mode de production avec la question des conditions de travail et du résultat mental de ces conditions de travail sur les salariés. Et puis enfin, troisième chose sur centralité du travail, c'est que justement pour ne pas être dans ces discours extérieurs au monde du travail, culpabilisants et qui ne règlent pas les vraies questions, on a devant nous, moi je suis venue là à ce débat, pas pour qu'on soit tous d'accord et toutes d'accord, c'est bien, c'est sympa, mais aussi pour qu'on essaye de se poser les questions qui fâchent, parce que je pense que si on n'en débat pas et si on n'avance pas pour essayer de les régler, on sera en difficulté dans les prochains mois, les prochaines années, et ça serait dommage parce qu'il y a de vraies perspectives progressistes qu'on peut construire. Donc pour ça, ayons le courage aussi d'affronter les débats. Et moi, le débat que je voulais poser là aussi sur centralité du travail, c'est si on dit que il va falloir transformer des industries, potentiellement il va falloir produire autrement, voire produire moins, se pose la question du revenu universel. Nous, on pense à l'inverse, qu'il faut d'abord sécuriser l'emploi plus qu'un revenu de base, parce que le revenu de base qui vise à dire c'est la fin du travail, finalement il faut mettre fin à la centralité du travail. Moi je pense que c'est extrêmement dangereux de porter ça comme perspective, parce que ça serait risqué d'avoir des droits low cost déconnectés de toutes les luttes en matière de protection sociale qu'on a pu construire, déconnectés aussi de la dignité sociale, de ce qui fait la fierté aujourd'hui des uns et des autres. Et par contre, ce qu'il y a d'urgence à mettre sur la table, c'est la sécurisation de l'emploi pour sécuriser les transitions professionnelles. Si aujourd'hui on était en capacité de dire que dans tout le secteur industriel, par exemple, je vais prendre un secteur au hasard, le diesel, comment est-ce qu'on règle cette question du diesel? C'est des dizaines de milliers d'emplois en France, ça fait des années qu'on le dit. Par exemple, il y a une usine Bosch à Rodez, c'est 2000 emplois, plus les sous-traitants, plus l'ensemble de la localité qui vit avec cette usine. Donc, elle est menacée du fait du diesel. Pour l'instant, il n'y a aucune solution qui est portée. Il y a besoin déjà de commencer par dire l'ensemble des salariés auront une formation, un nouvel emploi sans perte de salaire, avec de nouvelles perspectives de carrière, etc. Déjà, les choses, à partir de là, se posent de façon plus tranquille. Et ensuite, d'avoir une vision à l'échelle de filières industrielles pour repenser la réindustrialisation du pays et notamment réinternaliser les productions. C'est pour ça que je disais au départ, il y a un enjeu pour sortir des externalités et pouvoir les réintégrer dans les bilans sociaux. Une des façons justement de lier social et environnemental, c'est de traiter la question du transport, la question des délocalisations, la question de la sous-traitance et de réinternaliser ce qui apporte un bénéfice à la fois social et environnemental et permet de répondre aux enjeux en matière d'emploi. Julien Bayou, peut-être, spécialiste du revenu de base. On sent un alors, désaccord c'est bien qu'on pose les désaccords, mais en fait, je ne suis pas sûr qu'ils soient si flagrants. Je ne voudrais pas quand même éviter la question ou ne pas y répondre. Donc, si vous m'accordez, je fais le détour quand même par la question de l'écologie populaire. Le lien, il est indissociable. En fait, c'est partir du constat que notre système est profondément inégalitaire, que la croissance, le productivisme, le libéralisme se traduisent par un accroissement des inégalités. C'est tous les travaux d'Oxfam sur le fait que la croissance a été captée par 82% de la croissance, en fait, des profits ont été captés par 1% de la population. Donc, laisser faire ça, le statu quo ou le libéralisme, ou le tel quel, c'est amplifier les inégalités. Et les inégalités sociales et environnementales se renforcent. On a parlé de la pollution, on a parlé de la rénovation thermique. La liste est longue, à l'échelle d'un pays comme à l'échelle internationale, puisque c'est les pays les plus pauvres qui ont le moins émis, qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables. Donc profondément, l'écologie politique implique de revoir le fonctionnement de notre système et d'inverser cette logique de productivisme et de libéralisme. C'est pour ça que dans le plan actuel de relance, l'enjeu, ce n'est pas de relancer, c'est de reconvertir, de transformer, de relocaliser, de transformer l'économie.
et que quand il n'y a pas d'investissement public, mais qu'en fait on fait des baisses de cotisations, on peut très clairement dire qu'on est en train d'avantager les entreprises les plus polluantes et celles qui génèrent des inégalités. Donc je rejoins bien sûr la proposition de Jean-François Juliard de se concentrer sur les co-bénéfices, là où c'est gagnant au niveau social et gagnant au niveau écolo, mais en fait, environnemental, mais en fait c'est vraiment très très souvent le cas. La rénovation thermique dont parlait Mathilde Panot, l'agriculture, eh bien, modifier au niveau de la politique agricole commune, la PAC, pour qu'en fait on arrête de déverser des tombereaux d'argent là où c'est mouillé, là où il n'y a pas besoin, et qu'on aille appuyer la reconversion en bio, parce que c'est meilleur pour l'environnement, meilleur pour l'alimentation, et ainsi de suite. La liste est sans fin, donc je vous l'épargne. C'est notamment un excellent bouquin de Marie Toussaint et Priscilla Ludowski, Ensemble nous demandons justice, qui fait le lien entre ces inégalités environnementales et sociales qui se renforcent. Puisqu'on parle de bouquins et de travail, pour aller pour le coup dans le sens de Sophie Binet, je vous invite à lire Steak Machine. C'est un journaliste infiltré dans un abattoir. Et donc il y a évidemment toutes les notions de conditions animales, j'en parle pas, mais la souffrance au travail est profonde et révoltante. Et donc en quoi le revenu de base peut être une réponse ? Les syndicats, pour le dire cash, c'est le pouvoir de négociation collective. Malheureusement, ce pouvoir de négociation est affaibli. C'est bien sûr pas de la faute des syndicalistes, hein, c'est ce système qui les affaiblit. Et le revenu de base, c'est un pouvoir de négociation individuel. Si vous avez 1 000 € en plus, eh bien, vous pouvez commencer à pouvoir dire non à votre patron s'il vous propose des conditions de travail pas possibles. C'est aussi un outil de répartition, de redistribution du travail. Parce que chacune peut choisir de réduire son temps de travail. Et du coup, s'il y a une réduction du temps de travail, il y a un partage et moins de chômage. Mais fondamentalement, ce n'est pas une remise en cause du travail. Simplement, si on doit se dire les choses, on doit assumer qu'aujourd'hui, l'émancipation par le travail, ça procède d'un doux rêve. Il y a des travaux qui sont abrutissants. Il y a des travaux qui sont en perte de sens complet. On vient de perdre David Graeber. C'est tout l'enjeu des bullshit jobs, des travaux où il n'y a pas de sens, où les gens se suicident parce qu'ils ne trouvent pas de sens, sans compter tous les troubles musculo-squelettiques, dont bien sûr les ouvriers ou les employés des abattoirs sont les premières victimes. Donc, en fait, questionner le travail aujourd'hui, parce que la valeur travail, ceci, cela, se réaliser par le travail, est en fait réservé à quelques-uns, là où le revenu de base, qui ne doit pas se traduire comme un cheval de Troie, c'est pas je vous donne 200 € et vous arrêtez et on coupe toute protection sociale, ça vient en plus. Nous, les petites expérimentations qu'on a faites avec mon revenu de base, ça a montré que ça pouvait soit lutter contre la pauvreté très immédiate, vous donnez 1 000 € à quelqu'un, et c'est exactement ce dont il avait besoin pour une opération de la hanche qui manquait, là c'était cet exemple. Mais je me souviens d'une personne qui, à 50 ans, pensait qu'elle allait terminer sa carrière professionnelle dans le même job dont elle avait fait le tour. Et ça vous évoquera peut-être quelque chose. Elle n'avait jamais voulu faire le bilan de compétences, qui était gratuit, parce qu'elle se disait, si jamais je me prends de passion pour une formation qui coûte 7 000 €, je ne pourrais jamais me l'offrir. Et donc, j'en aurais du ressentiment. Et donc, elle a beaucoup réfléchi, puis elle a fait le bilan de compétences, elle a trouvé une formation qui lui plaît. Maintenant, elle est passée chez Sagem, et pour les 10 pour le reste de sa carrière, elle a une deuxième vie professionnelle. En fait, elle s'était auto-fermé l'horizon. Et donc, quand on parle de travail, parlons-en sérieusement. Il y a beaucoup de travaux qui ne sont pas rémunérés, les stagiaires, les loisirs, l'activité bénévole, et il y a beaucoup de boulots rémunérés qui sont en fait à vomir, enfin, qui abîment le corps et les esprits. Donc, parlons vraiment travail. Et puisqu'on parle de diesel et de nécessaire reconversion, eh bien, le revenu de base, c'est aussi un moyen de faciliter ces reconversions. On pourrait tout à fait imaginer que dans cette entreprise à Rodez, soyons concrets, plutôt que de travailler 5 jours, eh bien, il y en a 3, c'est pris en charge parce qu'il y a moins de diesel à produire, et les 2 autres jours sont offerts, couverts pour des besoins de formation ou de choix d'activités libres. Et c'est ainsi qu'on organise des reconversions, des transformations, plutôt qu'en soutenant à bout de souffle, comme on l'a fait avec les mines, en pensant soutenir les employés, et en fait, on soutenait que les patrons.
Mathilde Panot. Oui, excusez-moi, vraiment juste 2 exemples, je pense, rapides, mais qui sont importants par rapport à ce que Sophie Binet vient de dire. La première des choses, c'est que, bon, à la France Insoumise, nous, on est un mouvement anti-nucléaire. Il se trouve que je suis aussi marraine d'une association de sous-traitants nucléaires. Et lorsque je vais soutenir les sous-traitants nucléaires en grève, c'est un petit peu une surprise de voir une anti-nucléaire qui soutient des sous-traitants nucléaires. Et je pense que ça, c'est une des choses qu'il faut tenir impérativement, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Sophie à l'instant, c'est-à-dire de tenir les deux bouts et de dire oui, même pour nous qui sommes pour la sortie planifiée du nucléaire, ça doit intéresser tout le monde, les conditions de travail des sous-traitants nucléaires, ça doit intéresser tout le monde, la perte de compétences, la sous-traitance à outrance qui a déjà amené à des catastrophes d'ailleurs dans l'histoire. Et la même chose là, aux universités d'été de la France Insoumise, on avait invité quelqu'un de la CGT, qui est de la Fédération Construction, donc qui est un cimentier, qui travaille dans des cimenteries qui actuellement sont en train de se faire délocaliser petit à petit de France, qui était inimaginable avant, et qui discutait avec quelqu'un qui fait de l'éco-construction en bois, terre, paille. Et ce genre de discussion-là, c'est extrêmement important de le porter parce que le changement de société qu'on veut, on a besoin absolument de ce que font ces salariés aujourd'hui, y compris des savoir-faire qu'ils ont acquis. Et ce cimentier, il disait, nous, on nous demande de faire de la bouse, mais nous, on sait faire bien autre chose que ça. Et c'est une manière aussi de retrouver du sens, de revaloriser les savoir-faire des salariés. Et moi, je dois dire que, bon, nous ne sommes pas favorables en l'état, et on pourrait expliquer longtemps pourquoi sur le revenu de base. Moi, je pense que la bataille prioritaire que nous devons mener, c'est la bataille justement de la baisse du temps de travail pour partager le travail de toutes et tous, et justement se libérer du temps de ce temps salarié, se libérer du temps pour soi. Et cette bataille, justement, qui va reprendre et que nous allons devoir mener à beaucoup, parce que vu le nombre de gens qu'ils ont poursuivis et réprimés, cette bataille, notamment sur la retraite, beaucoup plus tôt, à 60 ans, voire quelqu'un me disait dans une salle la dernière fois, pourquoi pas 55 ans, pourquoi pas... Bon, tout ça, c'est à discuter collectivement, mais en tout cas, moi, je crois que c'est la bataille prioritaire qu'on doit mener aujourd'hui, mais c'est un beau débat intéressant, en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est que pour nous, l'écologie populaire, elle va aussi, une société écologique, elle va aussi avec la conquête de nouveaux droits, et notamment le droit à avoir un emploi. Merci. Et alors, il me semble qu'on a une question sur Internet. Oui, c'est ça. Donc, on a une question de Monsieur Lancry. Faites-vous la différence entre travail contraint et activité choisie ? Et concevez-vous un revenu de base à 1 000 € minimum, donc en complément des salaires ou d'allocations, qui permettrait des transitions professionnelles, des RTT ou pluriactivités choisies? Donc, si je comprends bien, la personne demande si le revenu de base est conçu, selon nos intervenants, en plus d'allocations ou de salaires pour aider à la reconversion professionnelle. Oui. Si je développe, est-ce que ça vaut le coup? En fait, il y a effectivement un piège. Il y a un revenu de base libéral. Il ne faut pas se voiler la face. Et en général, c'est un peu le montant qui sert de résumé. C'est-à-dire, en gros, on vous donne 200 €, 300 €, et vous arrêtez de nous embêter avec les conventions collectives, avec les aides personnalisées au logement, avec la retraite, avec le chômage. Ça, c'est évidemment le revenu de base cheval de Troie. Quant à celui porté par les écologistes, et en fait, je ne vois pas en quoi vous vous opposez réforme des retraites, réduction du temps de travail et revenu de base. Je pense que ça va de pair. Il vient en plus. Donc, c'est un revenu de base distribué à tous et toutes, qui vient en plus de la situation actuelle et qui est financé notamment par une redistribution. L'idée, c'est qu'évidemment, ça va de pair avec la lutte contre l'évasion fiscale ou la véritable refonte fiscale, puisque nos impôts aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont malheureusement pas redistributifs comme la loi ou la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le promettent. Donc c'est bien en plus, voilà, c'est pas un cheval de Troie. Est-ce que quelqu'un veut répondre, Sophie Binet ou Jean-François Julliard? Sinon, il reste une petite demi-heure, donc on va peut-être prendre d'autres questions aussi, comme vous voulez. Oui, moi je veux bien rebondir et puis
essayer d'amener une transition. Nous, on n'est pas du tout pour le statu quo. Au contraire, on pense qu'aujourd'hui, c'est la CGT qui a mis dans le débat public il y a maintenant quasiment 20 ans la notion de sécurité sociale professionnelle et de nouveau statut du travail salarié, en disant que les droits ne devaient plus être attachés au contrat de travail, mais à la personne au niveau interprofessionnel, de façon à avoir une garantie d'emploi en quelque sorte à vie, et à garantir un emploi, une formation, des mobilités choisies, un déroulé de carrière et un déroulé salarial, quel que soit le contrat de travail, de façon à mettre en échec toutes les stratégies de dumping et de mise en opposition des salariés développées par le patronat, et de façon à mettre en échec le fractionnement du salariat et le fractionnement des entreprises qui divisent profondément aujourd'hui le monde du travail. Pour rebondir sur l'exemple des centrales nucléaires, quand on va aujourd'hui dans une centrale nucléaire, la première chose qui frappe, c'est qu'il n'y a pas un seul salarié qui a le même bleu de travail. Il y a 20 donneurs d'ordre minimum différents, 20 employeurs différents, et donc on a sur un même lieu de travail et pour un même travail des salariés qui ont des garanties collectives totalement différentes. Donc nous pensons qu'il faut redéfinir les droits au niveau interprofessionnel et mettre en place une garantie d'emploi, mais on pense que tout ça, ça doit être lié au travail et pas être un revenu déconnecté du travail. Pourquoi ? Parce que bien sûr qu'il faut transformer le travail et qu'aujourd'hui le travail est de plus en plus aliénant, y compris maintenant pour les cadres et professions intermédiaires avec une standardisation du travail. Mais il ne faut pas lâcher là-dessus et au prétexte que ça serait aliénant, lâcher la bataille pour la transformation et la réappropriation du travail, tout simplement parce que cette bataille, elle est centrale. C'est en se réappropriant notre travail qu'on peut jouer sur sa finalité et donc comment est-ce qu'on produit des richesses et pourquoi, et donc influer sur pour quel progrès social et pour quel progrès environnemental. Par exemple, très concrètement, nous on pense que la transformation environnementale du mode productif, elle doit passer par de nouveaux droits pour les salariés au niveau individuel et collectif. Au niveau collectif, avoir des droits d'information, des droits de consultation, des droits de contre-proposition d'un point de vue environnemental qui permettent d'avoir déjà l'ensemble des informations et de pouvoir faire d'autres propositions via les représentants des salariés. Et au niveau individuel, on le porte notamment pour les salariés qui ont des responsabilités professionnelles, que le fait d'être cadre, le fait d'avoir des responsabilités professionnelles soit intimement lié à une responsabilité sociale et environnementale, qu'on puisse faire primer sur des directives financières. Et puis, le dernier aspect sur pourquoi est-ce qu'on pense la centralité du travail, contrairement à un certain nombre de discours, quand on regarde dans les faits, c'est loin d'être ceux qui ont le travail le plus aliénant et le plus désagréable qui veulent en sortir. Quand on regarde ce qui s'est passé pendant le confinement, y compris, moi je vais le dire très franchement, comme vous le savez, la CGT a une position extrêmement ferme sur la santé d'abord, et donc en se battant pour arrêter toute situation de travail qui était sans protection, on s'est retrouvé assez vite avec plein de salariés, des ouvriers, des employés, notamment, qui venaient nous voir en disant « mais je veux retourner au travail, je veux reprendre le travail, je sais que c'est dangereux, mais je veux y retourner. » Pourquoi ? Parce que, bien sûr, c'est une partie de son identité sociale, mais aussi parce que le lien social, il est essentiellement construit à partir du travail, et les études sociologiques, d'ailleurs, démontrent que plus on est cadre sup, moins on dépend de son travail pour le lien social. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas vrai que l'attachement au travail, il est moins fort pour celles et ceux qui ont le boulot le plus aliénant. Et d'ailleurs, on le voit bien dans tous les sondages d'opinion, celles et ceux qui sont le plus opposés au revenu de base, en général, c'est plutôt les ouvriers employés, ceux qui sont dans l'exécution. Pourquoi ? Parce que c'est vu comme quelque chose qui serait de l'assistanat, qui ne serait pas lié au travail. Et le dernier point sur lequel je pense que cette question est dangereuse, et justement, la différence entre un revenu de base libéral et un revenu de base progressiste, c'est effectivement, évidemment, le montant.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette possibilité intrinsèque d'avoir un revenu de base low cost? Parce qu'on le déconnecte du processus de création de richesse et on le transforme non plus en un droit comme aujourd'hui j'ai un droit à la retraite, un droit au chômage, un droit à l'assurance maladie, parce que je travaille, que par mon travail je crée des richesses et que j'ai ces droits. On le transforme en une faveur qui viendrait d'on ne sait où, et on sait qu'on n'a pas du tout le même rapport avec son RSA qu'avec son salaire et les revenus qui sont tirés de son salaire. Donc vraiment, je pense qu'il faut qu'on continue à débattre ensemble de cette question-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Une nouvelle question dans la salle sur un thème qu'on n'a pas encore abordé, il me semble. Bonjour, je m'appelle Christelle. J'ai une question effectivement un peu plus spécifique, mais qui me tient à cœur. Sinon, je ne la poserai pas, évidemment. J'en profite pour saluer Julien, que j'ai connu il y a quelques années à Coordination Sud, une plateforme d'ONG française. Je te félicite pour ton parcours et je te souhaite un bel avenir. La question est liée à l'asile. Je suis responsable du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la Charité-sur-Loire. Et je suis inquiète de l'évolution du cadre législatif français, de nos pratiques dans l'accueil, ou même, voire, je dirais, dans le non-accueil de ces personnes. J'aurais aimé connaître vos positions là-dessus, en tenant compte notamment du fait qu'il y aura certainement de plus en plus de personnes qui vont devoir quitter leur pays en raison de changements climatiques, qui impactera leur vie et qui nous toucheront aussi peut-être nous un jour. Merci. Qui veut réagir? Je suis loin. Jean-François Julliard, peut-être. Greenpeace est une organisation internationale. Est-ce que vous avez... Non, je suis désolé, moi j'ai aucune expertise sur le droit d'asile et aucune légitimité pour sur les déplacés climatiques, ouais. Ouais, sur les déplacés climatiques, oui, c'est un sujet d'intérêt croissant, parce qu'effectivement, on constate, et c'est pas nous qui le disons, les Nations Unies tous les ans pondent des rapports pour dire que parmi les raisons de déplacement de population de par le monde, les causes naturelles et qui sont souvent liées à l'accroissement de la crise climatique deviennent une cause majeure. Pendant très longtemps, c'était avant tout les conflits qui déplaçaient les populations. Aujourd'hui, c'est les sécheresses qui deviennent de plus en plus fréquentes et intenses dans certains pays. C'est des précipitations qui deviennent elles aussi de plus en plus intenses. C'est des ouragans qui deviennent de plus en plus intenses dans certaines régions du monde et qui détruisent à répétition et de manière plus fréquente aussi les habitations des populations les plus démunies. Donc c'est vrai que le climat devient une cause de déplacement majeur de population. Et c'est quelque chose auquel il va falloir se préparer et essayer de répondre. Alors il y a une partie qui a trait à l'atténuation de la crise climatique, c'est tous les efforts qu'on essaie de faire de par le monde pour réduire le plus rapidement possible les émissions de gaz à effet de serre. C'est tout ce qui consiste à changer notre modèle de production énergétique, à changer notre modèle de production agricole, à changer notre alimentation, à changer nos modes de transport, et ça à l'échelle de la planète. Donc c'est toute la partie atténuation, mais il y a aussi une partie adaptation aux conséquences de la crise climatique, parce que même si, et c'est malheureux de dire ça, mais même si on stoppait net là aujourd'hui tout de suite par un coup de baguette magique les émissions de CO2 partout dans le monde, ça n'arrêterait pas la crise climatique du jour au lendemain. Il y a un phénomène d'inertie qui fait que de toute façon, ça se joue sur plusieurs années et qu'aujourd'hui, malheureusement, on a pris tellement de retard qu'on ne peut plus éviter la crise climatique qui est déjà là. On peut simplement en limiter les effets et tenter d'en minimiser les effets. C'est déjà énorme parce qu'on n'en est qu'au tout début de ces conséquences et de ces effets, et qu'il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter ces effets. Mais on doit aussi s'adapter dans les régions qui sont déjà touchées par la crise climatique. Et l'une de ces conséquences, c'est effectivement les déplacements de population. Nous, on a beaucoup travaillé avec des organisations humanitaires dans différents pays, mais c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus prendre en compte. Oui. Je ne suis pas sûr que ça réponde complètement à la question. Mais... Peut-être Mathilde Panot pour compléter, Julien Bayou rapidement. Après, on a encore 3 autres questions, 4 dans la salle.
Je vais le faire rapidement pour dire qu'à l'Assemblée nationale, on s'est battu férocement contre la loi indigne qui est passée, peut-être que vous vous en rappelez, la loi Asile et Immigration. Je veux juste revenir sur un point pour que tout le monde comprenne quand même l'indignité de notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire que quand aujourd'hui on envoie des personnes en CRA, c'est-à-dire en centre de rétention administrative, jusqu'alors avant cette loi, on avait le droit de laisser ces personnes 45 jours avec toutes les souffrances physiques, psychologiques que ça implique, 45 jours dans les CRA. Avec cette loi, c'est passé à 90 jours. Il faut comprendre que la plupart de ces gens qui restent enfermés pour aucune raison dans ces CRA, qui sont enfermés dans ces CRA, vont ressortir de ces CRA sans être renvoyés dans je ne sais quel pays parce qu'ils ne sont ni régularisables ni expulsables. Et donc, concrètement, moi je me rappelle, nous en tant que députés, on a le droit d'aller voir les conditions dans ces centres de rétention qui sont d'ailleurs assez terribles. Je me rappelle de Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui disait à l'époque, ah oui, quand nous on demandait qu'on interdise au moins à minima l'enfermement des enfants, qui nous dit non mais on mettra des jeux dans les CRA pour que les enfants puissent être mieux. Enfin vraiment, mais c'était vraiment à gerber ce débat-là. Et par exemple, à Cornebarieux, il faut comprendre que c'est près de Toulouse, c'est sous l'aéroport, donc les gens entendent tout le temps les avions et ne savent pas quand est-ce qu'ils vont partir ou non. Et après 45 jours, parce qu'à l'époque c'était encore 45 jours, mais il faut imaginer après 90 jours, par exemple, quelqu'un qui avait été arrêté à Lille, parce que les CRA sont pleins, donc on remplit de gens qui viennent très loin, donc Lille, Toulouse, vous imaginez, d'un coup, va sortir à 23h un soir sur une route départementale sur laquelle vous n'avez aucun transport en commun, et il doit se débrouiller pour rentrer chez lui alors que cet homme a 2 enfants en situation de handicap qui l'attendent à Lille, que lui-même a un handicap et qu'il n'avait pas le matelas adapté à Lille. Bref, on est dans une indignité et dans une absurdité totale. À quoi ça a servi d'enfermer cet homme pendant 90 jours, à part à détruire cet homme-là, à détruire sa famille et n'avoir aucun résultat? Donc maintenant, il va falloir arrêter avec les délires irrationnels qu'a apporté l'extrême droite dans ce débat, qu'on pose ce débat rationnellement. On va avoir 250 millions de réfugiés climatiques au moins d'ici 2050 et qu'on accueille dignement les gens. C'est faux de dire que la France ne peut pas le faire. On peut le faire. Le Liban, je rappelle que par exemple, le Liban a 1/4 de sa population qui est une population immigrée. Donc si nous, on n'est pas capable d'accueillir les gens dignement, c'est incompréhensible. Et rappelez-vous toujours qu'à ceux qui vous disent qu'il y a des vagues de migration qui sont là pour nous envahir, je ne sais quoi, nous n'avons pas de vagues de migration, de 1, et la plupart des migrations se font entre pays du Sud. Julien Bayou. Oui, pour aller dans ce sens, on a un devoir d'asile et donc il faut absolument respecter cet asile. Et le tranchant entre les promesses du candidat Macron qui se voulait humaniste et qui saluait l'action d'Angela Merkel qui avait ouvert les frontières en fait aux immigrés, et puis son action, Mathilde a parlé de la loi Asile et Immigration, qui a été votée cette extension avec les voix du Front National. Donc bonjour le barrage. C'est vraiment une tâche. Il y a quelques jours, on nous parlait d'un enfant de 1 an qui était en rétention, en prison en fait, tout simplement. Évidemment, lui n'a rien fait et il a été expulsé avec sa famille. C'est tout simplement inhumain et on est très très loin de tous les slogans de campagne. Donc là, il y a un sujet. Nous, on est pour l'accueil inconditionnel, tout simplement. Presque notre côté révolutionnaire. Là, on parle des 150 ans de la République, mais la Constitution de 1793 allait beaucoup plus loin. C'est une question tout simplement de dignité, d'humanisme. C'est aussi, c'est pas l'argument que je préfère, mais c'est aussi un intérêt. Il y a une semaine qui s'est passée, vous avez une étude que je ne pourrais pas citer parce que c'est en allemand sur le bilan de ces 5 ans d'immigration qui montre des aspects, alors ils disent globalement positifs avec des bémols, notamment sur la situation des femmes en matière d'emploi, mais sur l'emploi des migrants et migrantes et de la population en général, les aspects sont positifs. Il y a eu des études en Angleterre sur la régularisation des sans-papiers qui montraient que en fait, le niveau des salaires de tout le monde augmentait, parce que à leur corps défendant, ils jouent finalement le rôle de dumping. Et en particulier en période de crise sanitaire, la régularisation s'impose. Je sais que la CGT fait un travail phénoménal sur la régularisation des sans-papiers.
Ça serait intéressant d'avoir le développement de pourquoi en fait la CGT fait à ce point ce travail. En période de santé, on doit régulariser les sans-papiers pour permettre tout simplement de les soigner dans de bonnes conditions. C'est bien sûr leur intérêt immédiat, c'est aussi l'intérêt de l'ensemble de la population, de la même manière que quand on porte un masque, là je ne le porte pas parce que je parle, mais je le porte, c'est pour mon voisin d'en face. Donc il y a un enjeu à cette régularisation. Et puis après, il y a quand même aussi des belles histoires. Ces villages qui ont accueilli des migrants, des migrantes qui ont vu la classe repartir, ou je ne sais pas si vous avez autour de vous des personnes qui ont accueilli des migrants, des migrantes. Moi, j'ai entendu que des belles histoires. Moi, je n'ai pas l'appart pour le faire, mais j'ai entendu que des belles histoires. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, puisque l'enjeu passe par la langue, plutôt que de les mettre dans des centres dans des CADA, les centres d'accueil où ils sont entre eux et éloignés des villes et sans aucun transport et à ne pas pouvoir apprendre la langue. Nous, on milite pour le développement des systèmes comme Calm, comme à la maison de Singa ou d'autres. Et pourquoi pas, les institutions ne pourraient pas soutenir le fait qu'on accueille et qu'on indemnise ou des frais des familles qui temporairement ont une chambre pour justement faciliter cet accueil et faire tomber aussi bon nombre de préjugés. Merci. On passe à une autre question de la salle. Bonjour. Je me posais une question auprès de vous deux vis-à-vis des luttes écologiques et sociales. Les organisations comme le comité Adama, mais également Extinction Rébellion, Youth for Climate ou encore les Gilets jaunes critiquent régulièrement la France Insoumise ou ELV par rapport à la trop faible implication de vos mouvements dans les mobilisations. Comment envisagez-vous de participer plus activement aux mobilisations des prochaines semaines et des prochains mois? Merci. Peut-être la parole d'abord à Mathilde Panot, Julien Bayou, et si les représentants de la société civile veulent s'exprimer aussi. Alors, pour répondre à cette question-là sur les luttes, honnêtement, je ne sais pas quoi répondre en fait à cette question-là parce que j'ai l'impression que le mouvement, en fait, la France Insoumise étant un mouvement qui est extrêmement large, y compris avec des militants associatifs, des militants syndicaux qui se retrouvent autour du programme, et c'est justement ce pourquoi nous avons fait un mouvement, c'est-à-dire de ne pas dire le militant c'est telle personne qui distribuerait des tracts ou qui collerait des affiches, mais de dire que être militant c'est beaucoup plus large que ça. Et étant une de celles, je pense, qu'on ne peut pas accuser de ne pas être dans les luttes, j'ai fait notamment une réforme des retraites où à peu près un matin sur deux, je me levais à 3h du matin pour aller avec les agents de la RATP qui ont fait à Vitry-sur-Seine la plus longue lutte sur la réforme des retraites et qui d'ailleurs en paye encore le prix puisque Alex a récemment été révoqué pour son action sur la réforme des retraites et sur l'information sur le Covid-19. Donc, j'ai l'impression que justement, on essaye, alors je ne dis pas que la France Insoumise est surpuissante et partout, mais on essaye justement à la fois de donner un écho à ce qui se passe dans les luttes à l'Assemblée nationale. Nous, ça nous tient beaucoup à cœur d'avoir toujours les deux pieds à la fois de ce qui se passe dans la société et de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On a été dès le premier jour avec les Gilets jaunes. Moi, j'étais là aux Gilets jaunes. J'ai d'ailleurs fait un discours un peu avant le 17 novembre pour dire que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement d'écologie populaire parce que justement, il posait la question des services publics, de l'aménagement du territoire entre emploi et travail. Lieu de vie, et travail. Donc, on peut toujours s'améliorer. Je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait, mais en tout cas, c'est une des choses que nous, on valorise beaucoup, d'être dans ces luttes-là, parce que c'est dans ces luttes-là, qu'on est en train d'inventer le futur, d'inventer des radicalités qui sont importantes. Et c'est dans ces luttes-là qu'on crée aussi une opposition à Macron qui est transversale et puissante et qu'on espère pouvoir gagner, parce que l'enjeu, je crois, il est là. Peut-être qu'on est de la même génération, je ne sais pas. Mais moi, je suis d'une génération qui a gagné très peu de choses, en fait. À part le CPE, où on a gagné qu'un recul ne se fasse pas, on n'a pas gagné de choses. On n'a pas eu la 5e semaine de congé payé. On n'a pas eu des augmentations de salaire. Je crois que maintenant, on a besoin de gagner des choses, et c'est ce qu'on essaye de faire en étant présent et présente le plus possible, et avec justement des insoumis qui se retrouvent un peu partout, et puis qui d'ailleurs, parfois, ne se montrent pas comme insoumis aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup et qu'on continuera à faire.
avec plaisir et avec force. Julien Bayou, peut-être Ouais. aussi. Oui, déjà pour aller dans le sens de Mathilde, c'est vraiment Mathilde Panot. Reprocher à la France Insoumise de ne pas avoir soutenu les Gilets jaunes, c'est faux, quoi. Voilà. Par contre, pour le coup, moi je vais assumer, nous on n'a pas soutenu les Gilets jaunes. Pour soutenir un mouvement, il y a deux aspects, les revendications et le mode d'action. Et donc, sur les Gilets jaunes, c'était difficile, faute d'incarnation collective ou individuelle et de listing, entre guillemets, hein, parlez-moi des revendications, de pouvoir dire on soutient. Donc nous, on est encore pour la taxe carbone et on considérait qu'elle était injuste, la manière dont elle a été mise en place. Et donc le mouvement qui disait pas de taxe carbone, problématique. Quand on discutait évidemment individuellement avec les Gilets jaunes ou avec les différents collectifs, on entendait bien que ce n'était pas contre l'impôt, mais pour que le petit paye petit et que le gros paye gros. Que ce n'était pas contre l'environnement, mais que tout le monde comprenait bien que les recettes de la taxe carbone, en fait, elles allaient combler un budget. Mais simplement, comme ce n'était pas exprimé, c'était difficile, et ça aurait été à vrai dire assez peu responsable de notre part, de dire nous soutenons les Gilets jaunes. Voilà. Donc on a entretenu des liens, je pense notamment à Esther Benbassa qui a dû faire une cinquantaine de samedis, sénatrice de Paris, travailler sur les jonctions et la discussion, soutenir aussi ce bel exercice démocratique qu'est la Convention citoyenne pour le climat, qui se voulait la jonction, le débouché, la rencontre entre Gilets jaunes et Mobilisation pour le climat. Mais on doit partager les revendications pour dire concrètement, nous soutenons ce mouvement. Et puis le deuxième point, quand même, j'insiste, c'est les modalités. Et nous sommes farouchement pour la désobéissance civile et très très clairement opposés à la violence. Donc je dis pas que je ne suis pas en train de rentrer là-dessus, mais je dis, nous, notre grille de lecture d'un soutien à un mouvement passe par quelle revendication et quel mode d'action. Quand Extinction Rebellion occupe une place sur, je ne sais plus quel pont, c'est eux qui subissent la violence des policiers qui, alors qu'ils étaient à visage découvert, en train de bloquer la circulation pour alerter sur l'inaction des pouvoirs publics et qui reçoivent des gaz lacrymaux à bout portant, on est dans la désobéissance civile, la non-violence, et nous pensons que c'est le plus utile pour faire avancer les luttes. Et donc évidemment, puisque les revendications des XR étaient très simples, très claires, au nombre de 3, dont l'information sur la gravité de la situation, et qu'ils étaient non-violents, désobéissants, et bien évidemment, pour le coup, on a pu les soutenir. Et puis la dernière question, c'est quel débouché. Nous pensons qu'il faut trouver un débouché politique conjoint à ces différentes aspirations. L'aspiration à la justice sociale, qu'on peut lire en gros à travers les mobilisations des Gilets jaunes ou à l'égalité territoriale, les mobilisations climat, je rajouterais les mobilisations féministes avec MeToo, et donc Comité Adama, lutte contre les violences policières, Black Lives Matter. De ces différents mouvements monte une aspiration à la justice, et le prochain projet qu'on devra présenter au suffrage au régional, mais en fait clairement bien sûr à la présidentielle, pour moi l'enjeu c'est qu'ils répondent à ces aspirations et qu'on puisse le construire avec ces mouvements et ceux qui s'organisent, dont plus jamais ça. Jean-François Julliard et Sophie Binet, peut-être que vous souhaitez réagir. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, qu'il vous manque un soutien politique, peut-être pour que le rapport de force soit encore plus fort? Moi, je veux bien réagir. Alors, bien sûr, il y a toujours besoin de renforcer ces mouvements-là, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'essayer de se chercher des noises entre nous, entre guillemets, et essayer de se reprocher d'être trop ici ou pas assez là. Globalement, dans les moments importants, on se retrouve. Enfin, très clairement, moi je me souviens la toute première manifestation des lycéens et grève des lycéens pour le climat face au ministère de la Transition écologique et solidaire. Il n'y avait pas grand monde, mais il y avait déjà Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Enfin, je ne suis pas là pour vous défendre, vous l'avez fait très bien, mais je me souviens très bien que ces deux partis étaient déjà là en soutien aux jeunes qui se mobilisaient avec l'appui de Youth for Climate. De la même manière, il y a eu tout un tas de marches pour le climat où je me suis retrouvé à la tribune avec le comité Adama, avec des représentants des Gilets jaunes, quand on a organisé
ce qu'on a appelé le blocage de la République des pollueurs, en bloquant 4 tours à la Défense avec les Amis de la Terre et Alternativa / ANV COP21. Extinction Rebellion était là, Youth for Climate était là, enfin tout le monde était là. Donc, je veux dire, c'est surtout à partir de propositions qui font résonner. Quand il y a des choses intéressantes, importantes et des moments forts, on se retrouve tous. Et très honnêtement, il faut arrêter de se faire des reproches entre nous, parce qu'on reste minoritaire. En face de nous, il y a des forces extrêmement importantes, et tout ce qui consiste à nous affaiblir ne sert pas vraiment les causes que nous défendons. Donc, moi, je trouve qu'il y a en ce moment, je ne dirais pas que les planètes sont alignées, ce serait trop simple et trop facile, mais il y a en ce moment un mouvement, une prise de conscience, un changement culturel sur tout un tas de domaines qui ont trait à l'écologie et au social, qui est unique et inédit. Voilà, depuis 2-3 ans, entre les grèves des jeunes pour le climat, entre des marches pour le climat comme on n'avait jamais vu, entre une désobéissance civile renouvelée qui touche tout un tas de gens aujourd'hui, avec des alliances inédites entre des organisations environnementales et des syndicats. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses sont réglées, mais en tout cas, on est en train de vivre un moment que je trouve historique, inédit, et qu'il ne faudrait surtout pas gâcher ou affaiblir par des querelles internes ou des divisions internes. On ne sera jamais tous d'accord sur tout. Ça n'arrivera pas. Mais peu importe, ce n'est pas grave. Merci. Alors, on a encore une question. Bravo. C'est pas une question, c'est un complément d'information. Jean-David, je suis vice-président de France Nature Environnement. Je voulais juste compléter l'information de tous par rapport au fait que des collectifs qui se préoccupent de convergence entre justice sociale et écologie ou objectifs de transition, il y en a aussi un autre qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre, qui existe depuis 2 ans, autour d'un certain nombre de syndicats, dont la CFDT, autour d'organisations comme Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, ATD Carmonde, etc., la CIMAD, la Ligue pour l'enseignement, le mouvement associatif, 60 organisations, beaucoup d'organisations d'environnement comme le réseau Action Climat, la Fondation pour la Nature et l'Homme, etc., et qui, d'une part, ont porté au départ, dès début 2019, près de 70 propositions concrètes pour faire converger ces objectifs de justice sociale et de transition écologique, qui ont depuis aussi fait des propositions concrètes pour le budget, pour ce qu'on appelle le projet de loi de finances 2020, et qui ont aussi proposé un certain nombre de propositions très concrètes pour les dernières municipales. Et ce que je voulais souligner ici, et ça rejoint bien ce que vient de dire Jean-François à l'instant, c'est qu'il y a en fait très peu d'organisations qui appartiennent aux 2 collectifs, à Plus Jamais Ça et au Pacte du pouvoir de vivre. On est quelques-unes avec Oxfam, etc. Et je voudrais que l'Assemblée et d'autres ailleurs, on travaille aussi au sein de ces 2 regroupements pour que le plus possible, pas sur tout, Sophie Binet l'a très bien dit, on n'est pas d'accord sur tout, mais chaque fois qu'il y a des convergences, on puisse faire et porter les choses plus largement ensemble, parce que la désunion nous dessert, et dessert surtout nos objectifs communs, qui sont très nombreux, comme on a pu le voir dans pas mal d'expressions dans cet atelier. Merci. Et est-ce que quelqu'un veut réagir, ou est-ce que je passe à la question suivante ? Oui, bonjour. Alors, j'ai une question à poser à vous 3, Greenpeace, France Insoumise, ELV. C'est une question assez précise sur un sujet qui est assez clivant. C'est sur le sujet des énergies renouvelables industrielles. Depuis quelques années, il y a pas mal de luttes qui se font. Il y a énormément de luttes partout contre les énergies renouvelables industrielles. Il y a beaucoup de projets d'éolien qui sont contestés sur le terrain, à la fois par des gens de droite et à la fois par des gens écolos radicaux. C'est un sujet qui est au cœur, que moi je trouve qui se retrouve un peu au cœur des complexités qu'on a eues par exemple avec les Gilets jaunes aussi. Et en ce moment même, il y a une ZAD qui s'est lancée sur l'estuaire de la Loire contre le projet du Carnet, où c'est une extension du port de Saint-Nazaire qui doit accueillir des entreprises qui vont faire des énergies renouvelables. J'étais ce matin à la discussion qui était organisée ici, même sur les énergies renouvelables, sur un espèce de futur imaginé de 100% renouvelable.
Or, j'ai un gros souci, c'est qu'en fait, on n'a pas de mines en Europe. On n'a pas de production autonome en fait en éolienne et en parc photovoltaïque. Et pourtant, Greenpeace, EELV, la France Insoumise répètent en permanence on arrête le nucléaire et on va faire des énergies renouvelables à la place. Je pense que c'est un truc qui crée un gros problème, qui crée une grande confusion dans les esprits des gens. Il y a beaucoup de gens sur le terrain, y compris qui militent à la France Insoumise, y compris qui militent chez les Verts ou chez Greenpeace, qui ne comprennent pas vraiment le sujet. C'est un truc qui traîne depuis 20 ans maintenant. C'est l'histoire du greenwashing en fait. Et je ne comprends pas pourquoi on parle toujours d'énergie renouvelable et pourquoi on ne parle pas, en fait, par exemple, en ce moment, j'interpelle sur un sujet que j'aimerais bien qu'il devienne un vrai sujet. Par exemple, on a des milliers de moulins en France qui peuvent être des lieux où on peut produire de l'énergie, c'est-à-dire pas forcément de l'électricité. L'énergie n'est pas forcément électrique, elle peut être mécanique, elle peut être. Enfin, il y a plein de manières d'utiliser l'eau, l'air, la terre, qui ne sont pas forcément pour produire de l'électricité. Et je pense que c'est dans ces lieux-là qu'on peut recréer des communs. Et en ce moment, par exemple, il y a un énorme travail de lobbying qui est fait par EDF et par tous les électriciens sur les moulins, qui sont vraiment un héritage qu'on a du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, où en fait on fait croire qu'ils empêchent les poissons de remonter, alors que c'est justement ces moulins font partie de continuités écologiques, qui ont été pensés comme des continuités écologiques qui permettent aux poissons de frayer, alors que nos grands barrages, qui sont une énergie renouvelable, eux, sont des grandes catastrophes écologiques. J'en prends l'exemple du barrage sur la Loire. Là, il y a un grand barrage à Villeray. Au printemps, il y a eu en fait un lâcher d'eau qui a été fait. La Loire était à son niveau le plus bas. Et en fait, pendant le printemps, les oiseaux avaient niché dans le sable. Et en fait, comme il y a eu un grand lâcher d'eau d'un coup, eh ben, toute une nichée, toute une génération d'oiseaux n'a pas pu naître. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros souci à ce niveau, sur ce sujet-là. Et j'aimerais bien un positionnement clair sur les énergies renouvelables industrielles de la part de vos trois organismes, parce que je pense qu'il voilà, y a un gros souci et tout le mouvement autonome et tous les gens qui montent les luttes en fait, sur le terrain sont, eux, très clairs sur le sujet. Le problème, c'est l'ordre électrique et c'est le tout électrique qui pose problème. Voilà. Alors, on va chacun vous laisser répondre. On insiste toutefois sur le fait qu'il nous reste 10 minutes. Non, 9 minutes, voire 8 seulement. Il Super, paraît. merci. Mathilde Panot, peut-être ? La première des choses, je pense qu'il ne faut pas se mentir dessus. Alors, non, je vais partir du premier point, je pense qu'il est le plus important. Là, encore récemment, cet été, comme l'été dernier, on a arrêté des centrales nucléaires, notamment parce qu'on avait des cours d'eau trop bas et qu'on ne pouvait pas refroidir les centrales nucléaires. Et je pense qu'au-delà de la question des déchets, au-delà de la question qui se pose autour de ça, la première des choses à dire, c'est que le nucléaire n'est pas résilient au changement climatique. Ça, c'est un premier point de contexte général. La deuxième des choses, c'est que je pense qu'il ne faut pas mentir, toute énergie a un coût. Toute énergie a un coût. Enfin, il faut le dire tel que c'est parce que c'est la première des choses à poser. Et c'est pourquoi, en fait, au-delà de la question énergie renouvelable et nucléaire, mais je vais quand même répondre à la question, non, mais au-delà de cette question-là, la première des questions à poser, c'est la question de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Et c'est la première des questions à poser sur l'énergie parce que toute énergie a un coût à produire environnemental, quel que soit l'endroit où il est produit. Première des choses. Deuxième des choses, sur les énergies renouvelables industrielles. Moi, je vais avoir une réponse très claire dessus. Moi, je pense que tant qu'on laissera des grands acteurs privés faire ça n'importe comment, y compris en posant aucune règle. Vous avez aujourd'hui des acteurs industriels qui posent des panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles. Mais ça, c'est une aberration écologique extrême, en fait. Bah ouais, en fait, mais ça devrait être interdit de dire mettre des énergies renouvelables sur des terres agricoles en termes d'artificialisation des sols, ça devrait être interdit. Moi, ce que je pense, et ça, c'est des choses qu'on a déjà discutées aussi, mais c'est que si on veut aller vers le 100% énergie renouvelable, alors déjà il faut une puissance étatique. Je sais que ça, c'est un débat qu'on se pose entre... Non, mais j'explique pourquoi je dis ça. Parce que sinon, moi, je pense que justement, c'est des grandes entreprises qui vont prendre ça, qui vont mettre la main dessus et qui vont faire n'importe quoi, et y compris... On n'arrivera pas à faire du 100% énergie renouvelable en refaisant de l'industriel de masse. Ça, c'est pas possible, en fait. Parce que là, on va faire des catastrophes de partout. Et moi, je pense que la planification, et c'est peut-être là qu'on doit travailler des choses, la planification
est complètement compatible avec le fait d'avoir des coopératives de production à des endroits qui appartiennent à des gens qui sont très locales. On peut parler des moulins, on peut parler de plein de choses, et qu'à partir de là, on construit quelque chose où justement on met d'abord en premier lieu l'efficacité et la sobriété énergétique, et en second lieu le fait qu'on refuse que des grandes industries fassent main basse sur les énergies qui sont indispensables à la vie, avec d'autres mesures que nous on porte, qui sont notamment les premières quantités d'électricité, ou en tout cas d'énergie indispensable à la vie, qui soient gratuites et qui permettent justement d'avoir aussi à penser un financement. Mais bon, là, je vais prendre trop de temps si je parle là-dessus, donc je vais m'arrêter là. Julien Bayou. Oui, j'aurais bien aimé parler après Jean-François Juliard sur le nucléaire, mais évidemment, nous sommes pour la sortie du nucléaire, pour des questions de déchets, pour des questions de danger, également pour des questions de coûts. Aujourd'hui, c'est le contribuable français qui paye les dérives de l'EPR, que ce soit à Flamanville, en Finlande, ou demain en Angleterre. Et donc, il y a un enjeu de finalement préparer la suite. C'est ça, moi, qui m'inquiète des fois quand on parle d'État stratège, c'est que l'État stratège, quand il se plante, pour le coup, vous n'êtes pas résilient. Quand l'État stratège il décide que c'est tout TGV, ça le conduit à vous dire à la fin, on abandonne les petites lignes parce qu'on a tout mis dans le TGV. De la même manière, l'État stratège, il a prévu EDF, c'est 100% public, mais enfin, ça fait du nucléaire. Et donc, il y a un enjeu à mettre au plus proche du terrain la capacité de produire les énergies. D'où l'idée de plutôt des petites unités de production maillées entre elles pour assurer aussi une résilience. Parce que, comme disait Mathilde Panot, quand la rivière baisse et que vous êtes obligé d'arrêter une centrale, en fait, vous perdez d'un coup toute une capacité de production. Donc, il y a un enjeu de résilience, d'avoir des petites unités de production. Et du coup, c'est aussi moins de nuisances. Je pense aux méthaniseurs, par exemple. C'est pas du tout la même chose d'avoir je suis pas expert, hein, je voudrais pas mentir là-dessus, mais c'est pas du tout la même chose d'avoir une petite unité que d'avoir la ferme des 1000 vaches dans la Somme, Picardie, où en fait les vaches sont utilisées pour produire du méthane. En fait, il y a des questions de conditions animales et puis de pollution tout simplement dans la baie de Somme, vu l'énormité de l'installation. Et donc, faut pas se mentir, il y a des aspects, il y a des luttes NIMBY, pas chez moi, c'est le Not in my backyard, et puis il y a des luttes légitimes parce qu'il y a le fait d'imposer la décision d'en haut. Et bien souvent, c'est le plan qui disait, parce que là, on a un truc, là, le plan, c'est génial, mais enfin, le plan, on disait, on vous fait une ligne de TGV ou une ligne à haute tension, et les gens n'étaient pas consultés, évidemment, jamais. Et donc, nous, ce qui nous interpelle là-dessus, c'est le recul progressif, mais net, de la consultation du public, et du fait que quand le public se prononce, son avis soit suivi. Et c'est ça qui nous inquiète profondément. C'est valable malheureusement dans à peu près toutes les enquêtes publiques, que ce soit sur les ouvertures de chasse, sur les questions de biodiversité, ou sur la question des installations d'unités d'énergie. Et enfin, pour terminer sur la question des moulins, et du fait que les poissons migrateurs puissent remonter les cours d'eau, on a vu ce décret qui en fait autorise à passer en force. C'est une demande de la part des associations de pouvoir garantir ce passage. Ce qui nous inquiète, et il faut voir à l'usage, ce qui nous inquiète, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'évaluation environnementale préalable et de consultation du public. Et là encore, en fait, je pense que l'objectif est bon, permettre à cette biodiversité de se régénérer. Mais en fait, l'État se défausse en disant on va avoir de moins en moins de fonctionnaires parce que les fonctionnaires, c'est un coût, blablabla. Et donc, pour éviter d'embaucher le nombre de fonctionnaires qui sont en mesure de traiter les dossiers et de permettre une décision éclairée par le public, au lieu de ça, en fait, allez, on dégage, on continue les licenciements et on permet, j'espère pas, mais on permet en gros des atteintes à l'environnement sans évaluation préalable et sans concertation du public. Donc la réponse, c'est par la démocratie, et notamment la démocratie locale et participative. Merci. Jean-François Juliard, sur le nucléaire, les énergies renouvelables. Oui, vraiment pas plus de 2 minutes par personne, hein. Il faut vraiment se dépêcher.
Merci. Non, mais je vais faire très vite, mais alors oui, Greenpeace est une organisation qui prône un horizon fait de 100% d'énergie renouvelable. On a d'ailleurs publié plusieurs rapports qui expliquaient comment on peut y parvenir en France, en Europe, voire dans le monde. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la transition énergétique telle qu'on la porte, elle repose sur un triptyque. Et ce triptyque, c'est sobriété, efficacité et énergie renouvelable. C'est pas uniquement opposer les énergies renouvelables aux autres sources d'énergie, que ce soit le nucléaire en France, le charbon en Allemagne ou d'autres sources d'énergie à droite et à gauche. C'est-à-dire que si l'idée, c'est effectivement de remplacer le nombre de gigawatts de production installée en France aujourd'hui nucléaire par autant de gigawatts installés de production renouvelable, ben ça amène à effectivement des projets renouvelables qui ne seront pas bons. Et comme dans toute source d'énergie, il y a de bons projets et des mauvais projets. C'est vrai que dans le renouvelable, il y a aussi des choses qui ont été mal faites, mal pensées. C'est pas normal qu'il y ait un déséquilibre aujourd'hui avec autant de renouvelables et autant d'éoliens, notamment dans certaines régions de France, et aussi peu dans d'autres. C'est pas normal qu'un pays comme la France, qui a un littoral marin extrêmement important, soit le dernier pays à ne pas avoir un seul mât d'éolien offshore, donc au large en mer, qui soit installé. Donc il y a besoin là aussi de repenser, de reconstruire un petit peu tout ça. Mais encore une fois, si ça ne part pas d'une réduction de la consommation d'énergie, donc d'une réduction aussi de la consommation d'électricité, de toute façon, on n'y parviendra pas. Ce n'est pas seulement une question d'opposer les renouvelables au nucléaire, c'est qu'il faut en passer aussi par un autre rapport à la consommation d'énergie, un autre rapport à notre consommation d'électricité. Merci beaucoup. Enfin, une toute dernière question, mais alors vraiment, c'est 1 seconde. On veut juste une date. On sait que les signataires et les membres du collectif Plus Jamais Ça ont rencontré les différents partis politiques, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le 20 mai dernier. Où en est-on et quand est-ce qu'à nouveau vous vous retrouvez pour faire des actions ? Dans ce cas-là, c'est plutôt à Plus Jamais Ça de répondre. D'abord. Ouais, Ça peut être Ouais, j'ai pas de date précise à annoncer. On s'est vu à plusieurs reprises, au moins à 2 reprises avec les différents partis politiques, pour leur expliquer l'initiative Plus Jamais Ça, et ensuite pour leur présenter le plan de sortie de crise, pour voir si c'était des propositions qui leur parlaient et qu'ils pouvaient éventuellement intégrer dans leur propre discussion. On a eu des retours de beaucoup de partis, dont ELV, dont la France Insoumise, et maintenant l'idée c'est de voir un peu ce qu'on peut construire sur des sujets précis. C'est-à-dire l'idée c'est maintenant de passer de ce cadre général de ce plan de sortie de crise de 34 mesures à des choses plus spécifiques autour de la reconversion industrielle, autour de la transformation agricole, et on va continuer à échanger avec les partis politiques parce que ça nous paraît absolument indispensable de le faire, et on le fera. De toute façon, on s'en est jamais caché. L'idée dans Plus Jamais Ça, il y a aussi la perspective de l'élection présidentielle en 2022 qui nous paraît être un moment absolument incontournable, et surtout un moment dont il ne faut pas minimiser l'importance. Donc on va continuer à faire des propositions pour faire en sorte que les partis politiques s'en nourrissent, s'en imprègnent, et que nos propositions pour une transformation écologique et sociale, solidaire, démocratique et juste soient de plus en plus intégrées dans les programmes des partis politiques. Eh bien, on vous remercie. Nous, chez Politis, on va suivre ça de très près. On vous remercie beaucoup. Merci à nos invités. Merci à ceux qui étaient sur Zoom. On espère que le débat vous a intéressé.